Je ne sais pas même si elle est morte. Peut-être qu'elle l'est. Voilà. Voilà notre destin, si vous voulez. On ne sait même pas si nous sommes morts ou non. Intertexte, Gerald Prince. un podcast animé par Arthur Segar. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast, dans lequel, comme à chaque épisode, on va parler de 7 textes différents, donc selon ce petit questionnaire que je soumets à chacun de mes invités. Le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, le texte que vous auriez voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel vous aimeriez vivre et une carte blanche à la fin. Et y a une petite tradition dans ce podcast, depuis 5 épisodes, c'est que je ne présente pas mon invité, mais pour introduire en fait l'épisode, j'ai un petit jeu ici, un petit jeu de cartes avec des petites phrases, des petites citations sur chacune d'entre elles. Donc si vous voulez mélanger les cartes, en tirer une, et voilà, si vous arrivez à déchiffrer mon écriture, voir ce que ça peut vous inspirer. Voilà. Voilà, c'est fait. Alors, rien n'est indifférent, rien n'est impuissant dans l'univers. Un atome peut tout dissoudre, un atome peut tout sauver. Aurélia de Nerval, c'est un très beau texte. Ce n'est pas un des textes que j'ai choisis, mais c'est un beau texte. Mais vous savez, je préfère de Nerval, si je mets de côté certains sonnets, je préfère Sylvie, qui me paraît plus plein de fraîcheur, comme ça, de simplicité qu'Aurélia. Aurélia est profond, Sylvie est frais. Voilà. Bon, voilà ce que ça m'inspire, cette citation. Mais à part ça, je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Voilà. Et donc la fraîcheur plutôt que la profondeur. Oui, certainement. À mon âge, surtout, la fraîcheur compte davantage, je crois. Nous en avons assez des profondeurs. Ouais. Très bien, espérons que notre conversation se fasse sous le signe de la fraîcheur, et peut-être de la profondeur d'ailleurs, d'une certaine façon. On peut commencer. Quel est le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau ? Alors c'est une question, comme toutes ces questions, n'est-ce pas ? Il est difficile de trouver une bonne réponse, ou même parfois une réponse singulière. Mais j'y ai pensé quand même un peu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un beau texte, ou un texte beau, parce qu'il y a quand même une distinction de force, et finalement, j'ai choisi de répondre « La vie de Joseph Roulin ». C'est un texte de Michon que j'aime parce qu'il n'est pas trop long, il n'est pas profond non plus. Il n'est pas trop long, il a 60-70 pages, je crois, plus ou moins. Et c'est un texte que j'appelle, ou qui me fait penser à de la prose en couleur. Ce n'est pas un texte, ce n'est pas un poème, ce n'est pas une série de poèmes, c'est vraiment un texte en prose, mais de la prose en couleur, et avec les couleurs un peu de Van Gogh. Comment expliquer ça, je ne sais pas. Mais c'est l'impression que me donne ce texte. C'est un texte qui nous présente l'œuvre de Van Gogh, mais selon le point de vue de Joseph Roulin, ce facteur de Van Gogh que nous connaissons, certains d'entre nous le connaissons à cause des portraits que Van Gogh en a donnés. C'est un monsieur gentil, n'est-ce pas, mais qui ne sait pas ce que c'est vraiment une œuvre, ne sait pas ce que c'est vraiment le travail de l'artiste.
non pas que nous le sachions, n'est-ce pas, à moins que nous soyons nous-mêmes artistes. Mais enfin, nous avons une idée quand même de ce que ça peut être d'essayer de concevoir une œuvre ou de bâtir une œuvre ou de faire une œuvre. Joseph Roulin, lui, non, mais ça l'intrigue et c'est par ses yeux que nous voyons Van Gogh, sa peinture, ce que c'est que l'art, ce que c'est que la valeur d'une œuvre d'art et comment l'évaluer, etc. Et en même temps, dans ce texte, il y a aussi des réflexions sur celui qui raconte, sur Michon, enfin le narrateur de Michon. Et alors, je trouve le texte beau, pas seulement à cause de la couleur et à cause de l'harmonie qui s'établit entre ces couleurs dont le texte nous donne une impression et les couleurs de Van Gogh que nous connaissons ou que nous avons dans notre imaginaire, mais aussi parce qu'il y a une sorte de symétrie entre les trois personnages, si je puis dire, le narrateur, le facteur et l'artiste. Voilà pourquoi j'aime bien ce texte. C'est le dernier, je l'ai lu, et je dois avouer que je suis difficile. Hein. C'est-à-dire que je l'ai lu il y a déjà assez longtemps, je l'ai relu plus récemment, et il m'a fait quand même le même effet, c'est-à-dire c'est un texte qui n'a pas perdu, pour moi, son intérêt ou sa puissance, mais j'ajoute que vraiment, il y a peu de textes, à moins que je ne parle à un collègue et que je lui écrive quel beau texte, n'est-ce pas? Oui, mais bon. Voilà, oui. Il y a peu de textes que je trouve beaux. Voilà ce que j'ai à en dire. Et comment est-ce que vous expliquez ça, qu'il y a peu de textes que vous trouvez beaux? Vous savez, je ne suis pas quelqu'un d'enthousiaste. Je suis quelqu'un, je crois, d'indulgent, même très indulgent, mais je ne suis pas nécessairement quelqu'un de généreux, quelqu'un de... Comme ça, hein, j'ai des connaissances ou des amis qui n'exagèrent pas quand ils disent « Oh, j'ai vu ça, c'était merveilleux, etc. etc. » Moi, je n'ai pas ces accès comme ça d'enthousiasme. Il y a peu de choses qui vraiment me font penser, mais comme c'est beau, comme c'est intéressant, ou comme c'est profond, ou comme c'est frais, comme c'est bon. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis. Qu'est-ce que vous voulez ? Peu de textes qui vous transportent. Voilà. Mais celui-là de Michon, il a su... Il a su me transporter. Il y en a un autre, j'y ai pensé aussi, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu plus récemment, que j'ai relu depuis, mais la première fois que je l'ai lu, c'était déjà il y a peut-être, je ne sais pas moi, 15 ans. Hein. C'est un texte de Jean-Loup Trassard qui s'appelle Dormance. Et c'est un texte compliqué parce qu'il mêle à la fois le présent que connaît et que vit le narrateur dans sa région, l'histoire un peu de cette région et des générations qui l'ont traversée, et en même temps aussi une sorte d'histoire des débuts, de préhistoire, de quelque chose comme la guerre du feu de Rosny ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Et c'est un texte qui m'avait vraiment intéressé par la science du mixage, du mélange de ces trois niveaux. Voilà. J'ai hésité un peu, je me suis dit, mais Trassard est plus lourd, hein. Trassard est plus long aussi, n'est-ce pas ? Et de plus en plus, j'aime les textes courts, encore que je travaille maintenant à Proust. Alors, ce n'est pas exactement court, voilà. Mais il y a peut-être une fraîcheur. Chez Proust, non, il y a un snobisme qui m'effare. Il y a vous savez, évidemment,
il y a aussi une grande intelligence, hein, il y a aussi une grande facilité comme ça à trouver les bonnes métaphores. Vous savez que pour lui, la métaphore est tout à fait centrale. Hein. Mais quel snobisme, quel ennui parfois. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est quelqu'un qui, à la fois que j'admire pour des raisons à la fois esthétiques et historiques, mais c'est aussi quelqu'un que voilà, je ne l'emporterai pas sur une île déserte. Quel est pour vous le texte qui parle le mieux d'amour ? Alors ça aussi, c'est une question difficile parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pensé d'abord, vous savez, tout simplement à des chansons comme « Parlez-moi d'amour ». Dites-moi ces mots si tendres, je vous aime. Je vous aime est un texte, n'est-ce pas, qui parle assez bien d'amour, n'est-ce pas? Ou je t'aime. J'ai pensé à, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson vieille et d'origine espagnole en fait, que Dalida chantait, Histoire d'un amour. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Bon, c'est simple, disons, c'est simple, mais ce n'est pas mal. Mais finalement, je me suis dit, non, soyons sérieux. Ne disons pas je t'aime à Arthur. Mais cela dit, peut-être que d'une certaine façon, pour parler d'amour, il faut employer des mots simples. Et d'ailleurs, je t'aime, enfin bon, certes, non seulement c'est un texte, mais c'est peut-être même un peu davantage qu'un texte. Et il y a ce passage dans Fragment d'un discours amoureux de Barthes, où il parle du je t'aime comme... oui, davantage qu'un texte, une sorte de performatif, comme une offrande, et en fait... Qui est un texte, enfin qui est une phrase qui attend qu'on lui réponde un autre je t'aime, et c'est pour ça que dire répondre moi aussi à je t'aime, en fait c'est jamais suffisant, et il faut prononcer cette formule, quoi. C'est vrai, et puisque vous parlez de Barthes, mais c'est ça qui m'a fait me dire à moi-même, non, soyons plus sérieux. Oui. Parce que je ne sais plus où, mais Barthes, c'est dans Barthes qu'il y a un passage sur les débuts du style. Et je crois qu'il parle de condoléances et il dit que si j'essaye de vraiment faire part de mes condoléances à quelqu'un, c'est là que peut se trouver le début du style. C'est-à-dire trouver une façon qui soit plus spéciale, plus spécifique, plus singulière, plus individuelle, plus unique, n'est-ce pas? C'est le début du style. Alors c'est un peu la même chose, c'est vrai avec je t'aime, ce que vous avez dit et ce que Barthes a dit, c'est vrai. Mais vous savez, il y a aussi le topos de pourquoi est-ce que je dois employer ces mêmes mots que des millions de personnes ont employés alors que je veux te dire à toi, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est une très bonne comparaison avec les condoléances, puisque c'est un peu le même problème qui se pose, c'est de trouver les mots, et en même temps, si on se met à faire du style sur les condoléances, ça devient, tout se perd en fait. Très juste. Comment trouver les mots justes sans faire du style? C'est ça. Ouais. Et alors, finalement, j'ai décidé que j'ai hésité de nouveau, n'est-ce pas? Mais j'ai finalement décidé que Belle du Seigneur d'Albert Cohen est le texte qui parle le mieux d'amour, parce que c'est le texte qui dit tout dans l'amour, les débuts, les intoxications, les exhilarations, les triomphes, et puis alors les mises en scène, déjà dire je t'aime, mais ce n'est plus le même je t'aime, si je puis dire, les mises en scène, l'emprisonnement, puis alors l'abjection, l'agonie, la mort. Et aussi, c'est un texte qui nous parle de celui qui n'est pas aimé, parce que ce n'est pas seulement Solal
et Ariane, mais il y a aussi Adrien Deume, l'époux d'Ariane, n'est-ce pas, qui est pitoyable, si je puis dire, un faible comme ça, un minus, mais pour qui, je crois, on peut éprouver de la sympathie et pour qui Cohen est capable de faire éprouver de la sympathie. C'est-à-dire que dans ce texte, il y a tout sur l'amour, plus évidemment du comique et de la cruauté. Hein. Mais c'est pour ça que c'est un texte que je trouve assez remarquable, parce qu'il y a d'autres grands textes sur l'amour. Vous savez que d'abord, le roman, sinon la plupart, au moins 25% des romans sont sur l'amour, n'est-ce pas? Et puisque nous évoquions Proust tout à l'heure, il a parlé d'amour aussi, mais pour lui, l'amour est assez limité, l'amour est une illusion, il n'y a pas vraiment amour de l'autre, il y a amour de soi finalement, amour de soi. D'autres textes aussi, vous savez, j'aime beaucoup dans la version de Joseph Bédier du Tristan et Iseult, j'aime beaucoup le chapitre qui porte sur le filtre, sur le vin herbé. Et ce que j'aime, c'est la fin de ce chapitre où Brangien dit à Tristan et Iseult qui viennent de boire le vin, dit « Malheureux, vous avez bu l'amour et la mort » et Tristan dit « Vienne donc la mort hein, ». Quel élan, hein, voilà. Quel transport, voilà. Ouais. Voilà sur les textes amoureux. Je n'ai pas. Vous avez parlé de fragments d'un discours amoureux. J'ai écrit une fois un petit texte sur Sartre, les lettres de Sartre à Simone de Beauvoir, sur un discours. C'était pas un discours amoureux, hein, c'est un discours aimant. Mais enfin. Alors, qu'est-ce qui ferait la différence entre un discours amoureux et un discours aimant? Parce que pour amoureux, il doit y avoir comme ça. Il doit y avoir ou bien intoxication, ou bien douleur, ou bien abjection. Il doit y avoir cet élément qu'il n'y a pas vraiment dans les lettres à Simone de Beauvoir. Mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de diminutifs, mon petit, etc., etc. Mais le fragment d'un discours amoureux, bon, alors j'ai bien aimé puisque en parlant de Sartre, j'ai parlé de discours aimants, etc. Mais ce n'est pas un de mes textes préférés de Barthes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et pour revenir un instant sur à la fois Tristan et Iseult et Belle du Seigneur, donc est-ce que l'élan amoureux, c'est aussi un élan vers la mort, puisque dans Belle du Seigneur, c'est certes une histoire d'amour passionné, passionnel, mais ça finit très mal, quoi. Ça finit mal, oui, écoutez, je ne sais pas si je dois ajouter par prudence dans la tradition occidentale, mais certainement depuis Tristan et Iseult ou depuis Denis de Rougemont, l'amour et la mort vont de pair. Alors, ce que je ne sais pas si au début de l'amour, si je pense, parce que moi-même j'ai été amoureux, si je pense à ça, est-ce que dans les débuts de l'amour, dans les intoxications, etc., est-ce que je pensais déjà, ça va prendre fin? Est-ce qu'il y a déjà un goût de mort dans l'exhilaration, dans l'intoxication? Est-ce qu'il y a déjà, j'espère que ça ne finisse pas, j'espère que ça ne prenne pas fin, c'est-à-dire déjà le goût de la fin, l'annonce de la fin. Je ne sais pas, mais certainement amour et mort. Et pas seulement dans les classes de français. Vous savez, beaucoup de mes étudiants ont beaucoup de difficultés à distinguer l'amour de la mort. Et souvent, je ne comprends pas, je ne sais pas s'ils veulent dire, voilà, il y a beaucoup d'amour dans ce texte, ou il y a beaucoup de mort. Et je leur dis, finalement, c'est un peu la même chose. Voilà.
Pour une fois, la façon dont il parle est juste. Un texte qui provoque la réflexion. Alors là, franchement, c'est peut-être la question la plus difficile et je vais finalement, c'est ce texte même que j'ai avec moi, les 7 questions, les 2, 4, 6, 7. Mon questionnaire. Votre questionnaire même. Parce que, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce n'est pas simplement une pirouette, hein, parce que, franchement, il y a tellement de textes qui provoquent la réflexion, même les textes les plus simples ou les plus triviaux, les plus bêtes même, provoquent ma réflexion. Et alors, voilà, Proust provoque ma réflexion, j'y travaille. Frantz Fanon, parce que je vais modérer un panel sur Frantz Fanon au MLA en janvier. Alors je me suis dit, il est bon que je le relise quand même. Bon, il provoque ma réflexion. Des titres simples. Un titre en anglais qui m'avait passionné parce que je ne le comprenais pas et pour cause. C'est le titre d'une pièce de Eugene O'Neill qui s'appelle Morning Becomes Electra. Alors Morning, moi quand j'ai entendu ça, j'ai traduit ça parce que je connaissais l'anglais déjà, mais ce n'était pas naturel pour moi de penser en anglais. J'ai traduit ça comme le matin devient électre. Mais comment est-ce que le matin peut devenir électre? Ça m'a passionné, jusqu'à ce que j'ai découvert que non, c'était le deuil devient électre, ou plutôt le deuil sied à électre. N'est-ce pas? Alors, combien de réflexions ce titre a provoqué en moi? Bon, mais cela dit, je me suis dit quand même que c'est cette question m'ont fait penser à ce que c'est que le beau, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est qu'un texte qui parle bien de l'amour, plutôt qu'un texte qui tout simplement parle d'amour ou mentionne l'amour. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un texte qui provoque la réflexion? Et de quel genre de réflexion s'agit-il? Et est-ce que ça doit être profond ou pas? Qu'est-ce que c'est qu'un texte qu'on voudrait avoir écrit? Et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai trouvé que ces 7 questions, oui, ont provoqué ma réflexion plus que d'autres textes, bien que, je le redis encore une fois, mais tout texte, même des publicités, je ne sais pas, des bêtises, provoquent la réflexion. Mais donc, d'un autre côté, donc c'est ce texte qui provoque votre réflexion, mais aussi tous les textes. C'est aussi tous les textes. Alors, évidemment, il faut quand même dire que, oui, tous les textes provoquent la réflexion, mais il y en a qui provoquent davantage de réflexion que d'autres, là. Hein? Et alors, ce texte provoque davantage de réflexion que d'autres parce que on y trouve des sujets quand même assez vastes et importants. L'amour, la beauté, le désir, l'écriture, les cartes blanches, etc. N'est-ce pas? Oui. Ou alors, évidemment, il y a des textes comme, je crois, Fanon, vous savez, en le relisant, c'est quelqu'un qui a fait penser de façon différente beaucoup d'écrivains, beaucoup de penseurs, et de façon différente à chaque génération, n'est-ce pas? Je crois que le Fanon d'aujourd'hui est un Fanon beaucoup plus culturel, beaucoup moins essentialiste, beaucoup plus intéressé en une sorte de racisme systémique, mais qui n'est pas essentiel, n'est-ce pas? Alors qu'à d'autres époques, il était vu de façon assez différente. Maintenant, on ne le considère plus comme un apôtre de la violence comme pureté, comme purificatrice, n'est-ce pas? On trouve plutôt que non, pour lui la violence est nécessaire, mais c'est un stage, hein, une étape
nécessaire, mais elle ne purifie pas, au contraire. Alors, tout ça provoque ma réflexion à partir de Fanon, à partir de ce qu'il dit, parce que lui-même, évidemment, a beaucoup évolué dans l'un de Peau noire à Masque blanc Aux damnés de la terre, ou à d'autres écrits sur la révolution en Algérie, etc. Il y a beaucoup de différences, beaucoup. Donc ça aussi, ça provoque, et ça provoque quand même plus de réflexion que même Morning Becomes Electra. Donc oui, je veux dire qu'on peut continuer à réfléchir là-dessus, alors que d'autres textes qui font réfléchir font moins indéfiniment réfléchir. Voilà. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais cette façon que vous avez de parler de Fanon comme évoluant de son vivant, mais évoluant encore aujourd'hui, de telle façon à ce que le Fanon d'aujourd'hui est différent du Fanon d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc un texte qui provoque la réflexion, c'est un texte qui provoque indéfiniment la réflexion et qui peut renouveler la réflexion. Oui, c'est un texte qui lui-même, si vous voulez, se renouvelle et qui renouvelle la réflexion selon les... Et c'est vrai, peut-être pour tout texte, mais selon les moments où on le lit, selon les moments où il est lu. Alors, par exemple, pour Fanon, il n'y a pas d'autre... Je ne suis pas du tout spécialiste Fanon, pas du tout. Mais je sais quand même que la préface de Sartre, Aux damnés de la terre, a eu beaucoup d'importance et a infléchi les lectures de Fanon dans un certain sens. Par exemple, celui de la violence. Voilà, Mais Fanon est beaucoup plus divers que Sartre ne l'a fait, même dans Les damnés de la terre, et certainement très différent dans Peau noire, Masque blanc, je crois. Oui, et le même texte, s'il a une certaine complexité, s'il a une certaine singularité, peut faire réfléchir indéfiniment et se renouvelle indéfiniment. Ça, je crois que c'est vrai. C'est aussi dû à nous, évidemment. C'est le lecteur ou les lecteurs eux-mêmes qui changent et qui lisent avec d'autres lunettes. À chaque minute, c'est peut-être un peu exagéré, mais à chaque génération, ou chaque année, tous les 10 ans, on met des lunettes différentes parce que notre vision s'altère et donc notre façon de voir et de lire et de comprendre, etc. Ça, oui. Mais il y a des textes qui ne changent pas tellement, disons, et il y en a d'autres qui changent, oui. Et est-ce qu'un texte provoque d'autant plus la réflexion qu'il peut provoquer des malentendus ou des mauvaises compréhensions, donc comme ce titre Électre, ou comme cette prononciation fautive, amour, mort, qui est fautive, mais qui peut-être révèle une vérité au-delà de l'erreur? Oui. Alors, oui, ça, de nouveau, ça fait réfléchir. Est-ce que l'erreur est déjà contenue dans le texte ou pas, n'est-ce pas? Est-ce que la difficulté est dans le texte ou non? Est-ce qu'elle est dans moi, parce que je suis ignorant, ou parce que je ne sais pas, ou parce que j'ai mal lu? Ce n'est pas clair. Je ne veux pas accuser un texte de mes erreurs. Mais il y a des textes... Vous savez qu'on en a discuté au sujet de beaucoup de textes. Par exemple, quelqu'un qui provoque la réflexion, certainement, Nietzsche. Est-ce que la lecture de Nietzsche, certes infléchie par sa sœur, et par ce qu'elle en a dit, mais est-ce que la lecture de Nietzsche qui en fait une sorte de proto-nazi, est-ce qu'elle est en Nietzsche ou bien est-ce qu'elle ne l'y est pas? C'est une mauvaise lecture, c'est une erreur. Mais pourquoi cette erreur et pas une autre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu, par exemple, en Nietzsche, je ne sais pas moi, un apôtre du communisme? Mais donc, est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était quelque chose d'importé, d'imposé
de surimposer sur le texte de Nietzsche par sa sœur et puis d'autres personnes, certes? Ou bien est-ce qu'il y a déjà dans Nietzsche, à cause de ces questions de puissance, à cause de ce rejet des conventions, des traditions, on sait que le fascisme n'est pas nécessairement, bien que c'est comme ça qu'on le voit d'habitude, n'est pas nécessairement réactionnaire ou passéiste. Le fascisme, c'est aussi l'homme nouveau, n'est-ce pas? Il y a une composante révolutionnaire. Voilà. Et donc, je vois bien, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas s'il faut accuser Nietzsche, que j'admire beaucoup, ou bien s'il ne faut pas l'accuser, mais se dire quand même que dans beaucoup de textes, et quelles que soient les intentions de l'écrivain, il y a des germes qui peuvent se développer de façon qui ne sont pas nécessairement agréables ou sympathiques ou qui ne sont pas ce que nous croyons. Le texte que vous auriez voulu avoir écrit? Alors là, le texte que j'aurais voulu avoir écrit, c'est un texte qui prolonge la discussion que nous venons d'avoir, parce que parmi les textes, il y en a plusieurs, mais je crois que c'est le Pierre Menard de Borges. Pierre Menard, auteur du Quichotte, est pour moi le texte que j'aurais voulu avoir écrit. Voilà, c'est un texte assez court, c'est un texte plein de verbes et d'ironie, un texte qui est aussi en même temps une parodie, un pastiche, mais c'est un texte qui fait réfléchir beaucoup et qui porte sur la réflexion et qui porte sur l'interprétation, la compréhension d'un texte, l'écriture d'un texte, la réécriture d'un texte, qui porte sur toutes sortes de choses en une vingtaine de pages, une trentaine de pages, pas plus. Voilà un texte que j'aurais voulu avoir écrit et qui prolonge notre réflexion, puisque Pierre Menard, vous vous rappelez, il ne réécrit pas tout le Quichotte, parce que tout le Quichotte, c'est difficile à réécrire. Il en réécrit finalement, 2 chapitres, ou 1,5 ou 2,5, quelque chose comme ça. Et évidemment, ce sont des chapitres qui ont les mêmes mots, qui disent exactement les mêmes phrases, mais qui veulent dire tout autre chose. Parce que l'un est écrit à la fin du 19e, l'autre est écrit à la fin du 16e, etc., etc. Et alors, c'est un peu comme notre lecture. Chaque lecture que nous faisons, nous réécrivons ce texte et nous le réécrivons avec ce que nous connaissons, c'est-à-dire pas ce que Cervantes savait ou à quoi il pensait, ou ce qui l'avait fait ce qu'il était. Alors, qu'est-ce que c'est que comprendre un texte? Comment parvenir à s'effacer? Et est-ce qu'on s'efface jamais, mais à s'effacer au point qu'on ait le texte du Quichotte? Non, vous vous rappelez que Pierre Menard décide de se transformer littéralement, de devenir un peu Cervantes pour pouvoir écrire le Quichotte. Et c'est un peu ce que nous, qui travaillons à la littérature, nous critiques, il y a une forme de critique, d'identification, qui a des représentants illustres, n'est-ce pas, où il y a comme une rencontre entre deux êtres qui deviennent un. Voilà, le devoir du critique, c'est de devenir un avec le texte qu'il lit, que sa conscience devienne la conscience de l'autre. C'est un peu comme l'amour, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Nous devenons un. Mais est-ce qu'on ne devient jamais un? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de se mettre soi-même en parenthèse? Je ne sais pas. Voilà, mais c'est pour ça que j'aime. C'est aussi un texte pétillant, de Pierre Menard. C'est un texte amusant. Surtout, je crois, les premières pages. Et vous savez que dans les dernières pages du texte, alors, Borges nous encourage à
penser à ce que ce serait que, je ne sais pas, réécrire, je ne sais plus les exemples exacts qu'il donne, mais quelque chose comme refaire l'Iliade mais à la Céline, ou bien refaire ceci mais en termes de Proust, etc., etc. Oui, ça c'est la littérature, n'est-ce pas? Ou en tout cas c'est une vision de la littérature, une sorte de littérature palimpseste, littérature qui n'est que, ou qui est réécriture, voilà, toujours réécrire, refaire, repenser, relire, relier, etc., etc. Mais l'autre texte, il y a eu 2 autres textes qui m'ont aussi séduit pour ce questionnaire, parce que je suis sûr qu'il y en a des textes que vous auriez voulu oui, avoir écrits. Oui, alors j'ai pensé la métamorphose de Kafka. Oui. Hein, franchement, et oui, alors, et j'ai pensé c'est assez intéressant parce que, selon moi, et selon d'autres, je suis sûr, il y a des ressemblances. Mais quelle ressemblance entre le Pierre Ménard et la métamorphose, c'est que ce sont des textes de puissance mythique, c'est-à-dire des textes qui peuvent être interprétés et réinterprétés et repensés indéfiniment, n'est-ce pas? La métamorphose comme, n'est-ce pas, l'homme transformé en insecte, en blatte, en cafard, hein, mais alors de façon comme ça, définitive, que j'admire beaucoup. Les premières phrases, voilà, il se réveille et c'est un cafard. Et ensuite, tout suit, et la fin aussi, qui m'a fait beaucoup penser, cette fin, bon, on se débarrasse de Grégor Samsa, qui est mort maintenant, n'est-ce pas? Et on se met à vivre. On est joyeux, je crois, si je me rappelle bien, la sœur en particulier, n'est-ce pas? Une jeune femme, est heureuse. Et je pensais comment, dans la vie, si la mort de quelqu'un peut nous affecter et nous rendre tristes, c'est aussi parfois une délivrance, c'est aussi parfois une source, c'est terrible à dire, mais pas de bonheur, mais d'aptitude à être heureux une fois de plus, n'est-ce pas? Si on a connu des gens de longues maladies qui demandent beaucoup notre amour et notre attention et notre énergie, etc. Eh bien, quand ils meurent, quand ils partent, quand ils ne sont plus, mais on respire de nouveau. Vous savez, et donc, vous savez que, je ne sais pas si c'est vrai, mais Max Brod, l'ami et celui qui a sauvé, si vous voulez, les écrits de Kafka contre les vœux de Kafka, Max Brod disait que lorsque Kafka leur avait lu, à lui et à ses amis, à leur petit groupe, La Métamorphose, il éclatait de rire, il ne pouvait pas s'empêcher de rire en lisant ce texte, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il le trouvait, semble-t-il, profondément comique. Je n'irai pas jusque-là, pour moi. C'est l'humour un petit peu noir. Voilà. Ce n'est pas nécessairement un texte profondément comique, mais c'est un texte qui est juste et impitoyable. Impitoyable, pas dans le mauvais sens, mais dans le sens que, voilà, c'est la justice. C'est vrai ce qui arrive à Samsa quand il découvre qu'il est insecte, n'est-ce pas, que ce n'est pas facile de se déplacer, etc. Et c'est aussi vrai que quand il meurt, il est parfaitement normal que sa famille éprouve du soulagement et même le début du bonheur. Voilà. Et le troisième texte, alors les deux textes ont en commun, je crois, cette puissance du mythe. Mais le troisième texte n'est pas
n'est pas du tout de ce genre, est un peu différent. C'est un texte de Maupassant que vous connaissez, je suis sûr. C'est La Parure. La Parure, un petit bijou comme ça de texte, poignant et cynique et désespéré. Vraiment, c'est un texte très bien fait, très bien fait. Mais même la pointe, vous savez, la chute, et quand on le lit pour la première fois, elle n'est même pas préparée, n'est-ce pas? Ce n'est pas une chute à laquelle on s'attend. C'est vraiment cruel et cynique. Hein, voilà. Mais après avoir perdu 30 ans de sa vie ou 40 ans de sa vie, cette femme belle, faite pour le bonheur, n'est-ce pas, faite pour le plaisir, etc., qui trouve au moins une fierté à avoir remboursé je ne sais plus combien de millions pour ces diamants de La Parure, et à qui son amie, Madame Forestier, lui dit « mais c'était un faux ». Très bien fait, très bien fait. Voilà, j'aurais voulu avoir écrit ce conte, si vous voulez. Et ce que je remarque, c'est que tous ces adjectifs que vous employez pour ces textes, donc cynique, cruel, impitoyable, donc ce ne seraient pas des qualités chez un être humain, mais c'est peut-être des qualités textuelles. Ce sont des qualités textuelles, hein, franchement. Je parlais de Proust tout à l'heure, je disais qu'il est snob, et oui, c'est une des choses que je n'aime pas dans lui, mais d'autre part, il est lui aussi, il peut être impitoyable, même avec les personnages qu'il aime le plus, ou qu'il attire le plus, qu'il est EST le plus, n'est-ce pas? Même avec ces personnages, il peut être impitoyable. Magnanime, mais impitoyable. Voilà, Proust, quand il est bon, hein, le grand Proust, si je puis dire. Un grand texte et aussi un texte impitoyable. Voilà. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et je crois que c'est vrai, parce que j'aime beaucoup des textes sentimentaux, mais les textes sentimentaux d'habitude ne sont pas de grands textes. Et pourquoi? Parce que ce qui leur manque, justement, c'est l'impitoyable. Voilà. D'ailleurs, on parlait de Belle du Seigneur, qui a peut-être ce côté sentimental d'une part, mais qui nous montre un revers impitoyable. C'est ça. Oui, alors Belle du Seigneur, oui. D'un côté, ce sont des personnages de contes de fées, n'est-ce pas? Lui, il est beau, il est ceci, il est cela, hein, et elle, bon, c'est de la préciosité, c'est un peu comme la princesse de Clèves, mais il y a aussi dans Belle du Seigneur, à part la sentimentalité, ou cette sentimentalité, cette volonté d'avoir comme ça des héros vraiment héroïques, vraiment exceptionnels, il y a aussi alors, surtout vers la fin du roman, vraiment une cruauté, une méchanceté, un comique lacérant qui rendent Cohen aussi parfois impitoyable, oui. Un texte à offrir. Alors, question difficile, parce que c'est à offrir à qui, n'est-ce pas? Voilà. Alors, à mes collègues, je donne mes propres textes, bien que j'ai eu comme ça des déconfitures, parce qu'une fois, comme ça, j'étais dans les couloirs de Williams Hall, c'est-à-dire du bâtiment où j'enseigne et où j'ai mon bureau à l'université. Et qu'est-ce que je vois dans la poubelle? Ce métiré à part que j'avais donné à un collègue qui s'en est débarrassé, mais mal, il aurait dû les cacher, voilà. Mais enfin, vous savez, ça se faisait, je ne sais même pas si ça se fait jusqu'à présent. Mais dans notre section de français, quand j'ai commencé, j'ai remarqué qu'on donnait des tirés à part de ce qu'on venait de publier. Et alors je les donnais, moi aussi.
Et je ne les donne plus maintenant. Je les jette immédiatement à la poubelle au lieu de les faire transiter par le collègue. Mais tout dépend donc à qui on offre ça. Mais j'ai pensé quel texte à offrir. Et vous savez, finalement, j'ai pensé à 3 textes des textes pour adultes, mais pas dans le sens que pour adultes peut pas des avoir. textes pornographiques. Non. Ce sont 3 textes sur la cuisine. Alors, le premier, c'est le guide culinaire d'Escoffier, qui est plein comme ça de recettes, mais dont j'aime la brièveté des recettes, n'est-ce pas? Parce qu'elle indique que celui qui va employer ces recettes sait de quoi il s'agit, sait comment, je ne sais pas moi. Je ne me rappelle plus quel livre de cuisine pour chef cuisinier il y avait qui disait, par exemple, si on veut faire des saucisses, mais prenez un cochon, dépecez-le, etc., etc. Bon, la vieille cuisine traditionnelle. Mais donc, le guide culinaire d'Escoffier, le répertoire de la cuisine de son étudiant Louis Saunier et le grand Larousse gastronomique. Et je crois le grand Larousse gastronomique serait finalement celui que j'offrirais. Il est plus cher d'abord, voilà, c'est un cadeau, voilà, c'est un cadeau, et un cadeau sans doute, ou bien on le revend immédiatement, ou bien alors il est à conserver, voyez-vous. On ne le jette pas, quoi. Voilà, justement. Et puis ça m'a fait penser, vous savez, j'aime beaucoup les dictionnaires, et ils sont vraiment, c'est l'idéal classique pour moi. Le dictionnaire est à la fois utile, parce qu'on est un dictionnaire avec encyclopédie, un peu petit Larousse plutôt que petit Robert. Avec partie encyclopédique, avec les pages roses, etc. C'est très utile. Les pages roses où il y avait les citations. Les citations, oui, n'est-ce pas? Tout le latin que nous connaissons, j'aime beaucoup les Pléiades, les éditions de la Pléiade, et j'emploie une édition de la Pléiade pour Proust, bien évidemment, parce qu'en note parfois, et je ne sais pas si c'est ironique ou pas, parce que Proust connaissait quand même le latin, comme beaucoup de gens de son milieu à l'époque, mais de temps en temps, l'éditeur note que c'est une phrase qu'on retrouve dans les pages roses. Est-ce que ça veut dire que le latin de Proust est un latin du Larousse ou bien quoi? Mais enfin, oui, les pages roses. Donc, ce sont des ouvrages très utiles, mais aussi, franchement, pour moi en tout cas, passionnants, agréables à lire. D'abord, on n'a pas besoin de les lire du début jusqu'à la fin, on peut sauter, n'est-ce pas, voilà. Et ensuite, ils sont un peu pareils à des romans. Vous connaissez le roman de comment il s'appelle, Cortázar. Marel, n'est-ce pas, où on saute, on peut le lire du début jusqu'à la fin, mais on peut le lire en allant d'ici à là, etc. Ou bien alors les nouveaux, les romans interactifs, les romans où on décide de quel côté aller ou ne pas aller. Le dictionnaire est un peu comme ça, parce que nous lisons quelque chose, nous disons non mais ce mot qui est dans la définition que je viens de lire, mais j'aimerais bien en savoir davantage, on va à ce mot-là, on saute, etc., etc. La même chose avec la partie encyclopédique, superbe, et intéressante aussi. Je ne sais plus si c'est dans le Larousse de 1959, je ne sais plus la date exacte, où dans toute la partie encyclopédique, il n'y a que 2 noms propres auxquels est accolé le mot génie. Napoléon et Rimbaud. Je me rappelle que Rimbaud est génie précoce.
Hein? Et Napoléon, je ne sais plus quel genre de génie c'est, mais voilà les deux gloires, si vous voulez. Et du coup, ensuite, ça donne envie d'aller voir la définition Voilà, de génie. Exactement, oui. Ou bien de voir, mais enfin, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit que, je ne sais pas moi, Pascal ou Descartes ou Racine? Non, ce ne sont pas des génies, non. Rimbaud, oui. Voilà. Oui, oui, donc livre à offrir, je crois que c'est aussi, je crois, parce que j'ai un peu pensé à ça. Donner un livre, offrir un livre à quelqu'un, c'est aussi établir un certain rapport ou montrer à ce quelqu'un ce qu'on peut penser un peu de lui. C'est aussi, ça ne peut pas être quelque chose de trop intime, ça ne peut pas être quelque chose de peut-être offensant. Alors, rien de plus safe, si vous voulez, que le dictionnaire. Voilà. Et le dictionnaire gastronomique en plus, voilà. À moins que la personne ne soit une de ces personnes qui ne mange pas beaucoup, ou bien qui ait comme ça des habitudes des habitudes culinaires très restreintes. Oui, alors ça peut être un faux pas aussi, mais je risque, voilà. Et Marelle de Cortázar, c'est aussi un très beau cadeau. Ça m'est arrivé de l'offrir. Ah bon, ouais. Ah bon, oui, c'est un roman qui est un. Mais vous savez que Cortázar est un des écrivains. C'est l'autre écrivain argentin, si je puis dire. Je préfère Borges, mais Cortázar a aussi écrit des choses très intéressantes. À part Marelle, mais Marelle évidemment. Hein. Et c'est assez intéressant que dès la sortie de Marelle, le roman s'est imposé, n'est-ce pas? Et je le préfère, par exemple, aux 100 années ou 100 ans de solitude. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Hein, voilà. Qui est aussi un très beau cadeau. Qui est aussi un cadeau, mais ce n'est pas un roman que j'aime tellement. Ce n'est pas un roman que j'aime tellement parce que je n'ai pas tellement de goût pour ce qu'on appelle le réalisme magique, parce que je trouve que ça pêche un peu par la facilité possible, par le possible de la facilité. Voyez-vous, mais bon, c'est un roman considérable. Hein, je ne veux pas, quand je dis je ne l'aime pas beaucoup, je le mets parmi les bons, si vous voulez. Mais, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer, y compris les chefs-d'œuvre de la littérature. Ouais. Y compris les chefs-d'œuvre. Peut-être surtout les chefs-d'œuvre. Oui, Dieu sait combien de chefs-d'œuvre je n'aime pas finalement. Vous savez, oui, franchement. Hein, quand je relis parfois, ne fût-ce que par devoir, parce que je vais l'enseigner, un texte, et je me dis, mais enfin, oui, je pense à... Et peut-être c'est la faute du lecteur, peut-être, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de textes qui vraiment... J'aime bien ce passage, les étudiants l'aiment beaucoup, le passage dans Candide, où ils rendent visite au Seigneur procurante, n'est-ce pas, que tout ennui, qui n'aime rien, qui n'aime pas, hein, mais qui dit de temps en temps comme ça des vérités sur Homère, sur l'Énéide, sur, je ne sais pas moi, Horace, sur Juvénal, Cicéron, et hein, des vérités dans le sens que, oui, il trouve ça ennuyeux. Il dit, mais quel intérêt est-ce que ça peut avoir pour moi? Ou quelle horreur que Milton, je crois, il trouve tout à fait répugnant. Bon, j'ai dit des vérités, peut-être que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, il dit ce que lui, Seigneur, qui est toujours blasé, ennuyé, fatigué de tout, n'est-ce pas, que rien n'appâte, que rien n'attire. Ce qu'il dit, les étudiants aiment beaucoup, parce que c'est ce qu'ils pensent eux-mêmes de... Voilà.
oui. Mais Garcia Marquez, je trouve que c'est aussi un très beau cadeau, puisque quelque part, c'est aussi offrir ce roman-là, c'est un peu comme offrir un dictionnaire, quelque part, c'est offrir un monde. C'est tellement vaste, tellement pluriel. Et franchement, c'est... Bon, on peut offrir Proust, on peut offrir, je ne sais pas, La guerre et la paix, etc. Mais ça, c'est vraiment, c'est long. Alors que les 100 années c'est 100 ans de solitude. 100 ans de solitude, voilà, en français. 100 ans, oui. Oui, ce n'est pas si long, finalement. Et c'est un monde qu'on peut ne pas aimer, moi par exemple, n'est-ce pas, parce que je ne suis pas pour ce genre de réalisme magique, mais c'est un monde, en effet. Je l'avais lu pour la première fois, j'avais fait une traversée de l'Atlantique en cargo, ce qu'on appelle en anglais les container ships, n'est-ce pas? Nous étions, je crois, 4 ou 5 passagers. Notre serveur s'appelait Didier Varin. Nous avons découvert, lui et moi, je veux dire, que nous étions tous les deux très épris du football. Et je suis parvenu à faire que l'équipe je ne sais pas s'il la dirigeait pas, mais enfin avec laquelle il avait comme ça des attaches. Elle est venue aux États-Unis et j'ai réussi à la faire jouer avec quelques clubs semi-professionnels, etc., à Philadelphie même, et qui m'envoyait, parce que c'est littéraire aussi, vous connaissez peut-être, Vie, mode d'emploi de Pérec, n'est-ce pas? Et vous savez que celui qui voyage, je crois que c'est Bartleby, comment il s'appelle? Bartleby, qui voyage et qui envoie comme ça des cartes postales de chaque port où il s'arrête. Et bien Didier Varin, après ce voyage que j'avais fait en cargo, m'envoyait de chaque port où il allait, il m'envoyait une carte postale me souhaitant, je sais pas, voilà. Ça m'amusait parce que ça me faisait penser un peu à Pérec. Mais c'est en cargo, au début, avant que je n'ai découvert Didier Varin et que je n'ai découvert aussi qu'il y avait un baby-foot. Et donc j'allais dans les soutes jouer au baby-foot avec les marins. Mais avant de découvrir ce divertissement, j'ai lu 100 ans de solitude. Voilà. Moi, je l'ai reçu en cadeau d'ailleurs, 100 ans de solitude, et c'était un très beau cadeau. Et justement, donc en parlant d'un roman qui est un monde, donc dans lequel on peut vivre, alors dans quel texte aimeriez-vous vivre ? Alors là, très difficile, mais parce que, de nouveau, évidemment, et je sais bien que vous le savez, mais de nouveau, ça dépend qui est-ce qu'on est quand on vit dans un tel monde, n'est-ce pas ? Tout le monde connaît, enfin tout le monde, mais nous savons que Talleyrand, par exemple, disait que qui n'a pas vécu dans les années 1780, etc., n'a pas connu la douceur de vivre. Enfin, je ne sais pas si ce sont ces mots exacts, mais enfin, c'est ce qu'il disait. Il faut avoir vécu cette époque pour savoir ce que c'est que vivre. Mais ça dépend si on est Talleyrand ou si on est, je ne sais pas moi, un pauvre paysan ou un petit artisan en 1780, 82, ce n'est pas la même chose. Mais enfin, je me suis dit quand même, disons que je sois à l'aise. Qu'est-ce que j'aimerais ? Est-ce que je voudrais vivre en 1780 dans le collier de la reine ? Mais j'ai finalement décidé que non. Et je me suis dit que la période, l'époque où j'aimerais vivre, c'est une autre époque. Et alors, dans le roman, l'époque où j'aimerais vivre, ce serait plutôt les années 20 ou début des années 30, la fin vraiment d'un certain monde après la Première Guerre. Heureusement, elle est
derrière nous, nous pouvons en profiter, nous pouvons vivre de nouveau, n'est-ce pas, connaître le bonheur. Et je pensais alors vivre dans un roman à Paris. Je pensais à Paris, un Paris qui, maintenant Paris est toujours très bien, n'est-ce pas? J'aime beaucoup Paris, mais ça a beaucoup changé. Ce n'est plus le Paris que moi-même j'ai connu d'abord dans les années, à la fin des années 50, il y a longtemps. Non, ce n'est plus ça. Et alors j'imagine que déjà dans les années 50, le Paris n'était pas le même que c'était le Paris de 1925, plus ou moins 1930. Alors je me suis dit, quel texte évoque bien ce Paris auquel je songe? Alors, le premier qui me soit venu à l'esprit, c'est le Paysan de Paris. Et surtout le passage de l'opéra, le premier chapitre, c'est la première section de ce roman d'Aragon que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup la première partie, et dans la première partie, le passage de l'opéra, qui évoque avec beaucoup de détails un Paris charmeur, un Paris charmant, un Paris séducteur, un Paris sortilège, magique comme ça. C'est un roman de 1925 ou 26 qui restitue le Paris que j'imagine et où j'aurais été un jeune bourgeois, pas riche, mais enfin quand même. Oui, j'aurais aimé vivre là. C'est un peu le Paris surréaliste, c'est le Paris qu'Aragon peut nous faire découvrir, ou qu'un poète peut nous faire voir d'une nouvelle façon. Mais enfin, si je n'étais pas poète, si je n'avais pas Aragon avec moi, alors j'ai pensé à un roman de Queneau qui s'appelle Loin de Rueil, qui est un roman que j'aime beaucoup. Roman comique, mais roman aussi qui fait réfléchir, un roman existentialiste, plus ou moins, et qui décrit une sorte de Paris en pré-pontoise. Je crois que Queneau emploie de nouveau cette phrase, une sorte de Paris du début des années 30, un Paris où le café où on déjeune continue à avoir une certaine importance. Un Paris provincial, si vous voulez, un Paris village. Mais Jacques Laumon, le protagoniste, se déplace. Il ne vit pas toujours à Paris, il finit à Hollywood même, loin de Rueil, je veux dire, et vit à Rueil, évidemment. Mais c'est cette époque qui me semble une époque où, si on était d'un certain milieu, si on avait un peu de moyens, oui, c'eût été agréable d'y vivre, voilà. Sans aventure, la guerre est finie, elle est derrière nous, voilà. Et il faut que ce soit dans les années 20 ou au début des années 30, avant que ne se profile, la nouvelle guerre s'annonce. Donc, avant 1935 ou 36, plus ou moins, voilà. Votre carte blanche? Alors, ma carte blanche, si vous me le permettez, c'est un texte auquel je travaille moi-même maintenant. Ce n'est pas un roman. C'est un texte qui porte sur une catégorie de la narration qu'on appelle, ou qu'on a pu appeler le sous-narré. Ou plutôt, c'est un texte que j'écris en anglais, n'est-ce pas? Donc, under-narrated, et qui veut dire beaucoup de choses. Qui veut dire un texte narré en dessous d'un autre texte, ou bien un texte qui n'est pas assez narratif, qui n'est pas configuré de façon assez forte comme récit, ou bien un texte qui n'est pas assez répété, un texte qui porte sur des objets qui ne sont pas tellement racontés ou rapportés ou décrits par des récits. Ou bien, ce qui m'intéresse surtout, c'est un texte qui n'est pas assez détaillé. Et de nouveau, alors je pense à quelqu'un comme Proust, au narrateur de Proust, n'est-ce pas? Au narrateur de Proust, bien évidemment, à Marcel peut-être, qui, comme ça, de temps en temps, nous dit, et pourtant j'avais eu plusieurs duels,
Ce n'est pas une ellipse, parce qu'il nous dit qu'il a eu des duels, mais on se dit, mais raconte-nous ces duels. Tu nous racontes la moindre, je ne sais pas, la moindre distinction sociale que quelqu'un qui n'a pas su que le duc de tel et tel venait de je ne sais plus où. Tu passes des pages là-dessus et tu ne nous dis pas... Pour une fois qu'il y a de l'action, voilà, pour une fois, on n'a pas de duel. En parlant de Dumas et de... j'ai pensé d'ailleurs, je digresse et je retourne en arrière, mais un autre texte qui ne serait pas trop mal, c'est Le Bossu. Le Bossu, les années de la Régence. Un texte où vivre. Où vivre, voilà, les années de la Régence, n'est-ce pas, 1720, 1725, quelque chose comme ça. Alors, où il y a beaucoup de duels dans le Bossu, hein, voilà. Il faut avoir les moyens et il faut être un bon duelliste. Voilà, oui. On n'est peut-être pas Lagardère ou le duc de Nevers, ou n'est-ce pas, mais oui, il faut savoir quand même, hein, il faut savoir faire. Mais oui, alors dans Proust, par exemple, hein, mais dans beaucoup d'autres, chez beaucoup d'autres écrivains, il y a comme ça des passages qui peuvent nous allécher, qui nous font dire, mais enfin, dis-nous-en davantage, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que tu sous-narres, tu ne développes pas le récit comme tu devrais ou comme tu aurais pu le faire, voilà. Et alors, je m'intéresse donc à cette question de ne pas raconter suffisamment ou bien aussi de trop le faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire le genre de récit détaillé, trop détaillé, qui nous fait dire ça suffit, je comprends, ça y est, passons, etc., etc. Et la raison pour laquelle ça m'intéresse est double. La première, c'est que, justement parce que c'est une question très subjective, il faut le dire, parfois à propos, l'écrivain lui-même nous annonce que ça va être sous-narré. Ou bien nous annonce que oui, ça peut être un peu ennuyeux, mais il nous faut raconter tout ce qui s'est passé. Bon, parfois c'est explicite, mais le plus souvent ce n'est pas explicite, c'est nous qui avons le sentiment que non, ce n'est pas assez, il aurait dû en dire davantage, ou bien non, c'est beaucoup trop, il aurait dû cesser de parler. Voilà. Alors, ça m'intéresse parce que, à cause de cet aspect subjectif, les formalistes du récit, dont je suis peut-être le dernier qui soit, les formalistes du récit ont beaucoup hésité à parler de cet aspect de la narration. Mais l'autre raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est que, évidemment, c'est ça même la science du récit, c'est savoir doser, c'est savoir quelle dose de ceci ou quelle dose de cela faire et comment les combiner et où les mettre ensemble, etc. Ce qu'on n'a pas assez étudié, mais si on pouvait trouver la formule, évidemment, on ferait fortune. Voilà. Mais vous savez que, par exemple, dans les romans Harlequin, il y a des formules, il y a des formules bien voilà, sûr. qu'on suit. Un cahier des charges. Voilà, tout à fait, n'est-ce pas, qu'on suit. Et il y a même à partir de là, un peu comme pour les alexandrins, etc., même en suivant les formules, il y a des romanciers harlequins qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, ils se débrouillent pour faire mieux, mais en suivant de près la formule. Donc il n'est pas impossible, peut-être qu'un jour, nous découvrirons le dosage, la dose narrative parfaite. Voilà à quoi je travaille. Et écrire un texte, c'est un peu comme préparer un bon cocktail. Mais tout à fait. Même un texte de la nature dont je parle, c'est-à-dire un texte qui n'a pas d'ambition littéraire, qui n'a pas d'ambition esthétique, n'est-ce pas, dont je ne ferai cadeau à personne. Mais même un texte comme ça, oui, c'est un peu comme un cocktail. Vous le savez, quand nous faisons un texte, il faut savoir combien de temps passer sur ceci ou cela, n'est-ce pas? Et nous le faisons tout le temps si nous enseignons, n'est-ce pas? Enfin, si nous voulons ne pas trop
ennuyer nos élèves ou nos étudiants, il faut savoir comment doser. Voilà, c'est très important. Oui. Comme les cocktails, hein, combien de vermouth, combien de gin, combien de ceci, combien de ça, combien d'olives ou d'oignons, je sais pas, oui. Combien de glaçons pour la fraîcheur. Mais tout à fait. Voilà la carte blanche. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, Arthur. Et merci surtout à Pauline Carbonel, sans qui cet épisode n'aurait pas pu voir le jour. Le dernier livre de Gerald Prince s'intitule Guide du roman de langue française et a été publié chez Vérone en 2019. Vie de Joseph Roulin de Pierre Michon est paru chez Verdier en 1988. Belle du Seigneur d'Albert Cohen est paru chez Gallimard en 1968. Pierre Ménard, auteur du Quichotte, est une nouvelle de Jorge Luis Borges, extraite de ses fictions parues chez Editorial Sur en 1944. La Métamorphose de Franz Kafka est parue en 1915 chez Kurt Wolf Verlag. La Parure de Guy de Maupassant est d'abord parue en 1884 dans Le Gaulois, puis a été intégrée au recueil Contes du jour et de la nuit, publié en 1985 chez Marpon Flammarion. Le guide culinaire Aide-mémoire de cuisine pratique d'Auguste Escoffier est paru en 1903 chez Flammarion. Le répertoire de la cuisine de Thomas Gringoire et Louis Saunier est paru en 1914 chez Flammarion. Le Larousse gastronomique de Prosper Montagnier est paru en 1938 chez Larousse, mais plusieurs éditions actualisées ont été publiées, la dernière en date étant le Grand Larousse gastronomique avec le concours du comité gastronomique présidé par Joël Robuchon, paru toujours chez Larousse en 2017. Le paysan de Paris de Louis Aragon est paru en 1926 chez Gallimard. Loin de Rueil de Raymond Queneau est paru en 1944 chez Gallimard. Et nous attendons bien sûr avec impatience la parution du prochain article de Gerald Prince sur le Sounaré. Voilà les textes qui ont été choisis par mon invité, mais nous en avons cité davantage, dont vous pouvez trouver toutes les références en description de l'épisode. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre et dont la musique a été composée par John H. Lovekind. A très bientôt pour un prochain épisode.